La météo avec C3A Productions. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite de démarrer une excellente semaine. Cette nuit encore, le temps sera agité par des risques de précipitations. On atteindra même les 15 degrés dans la région du nord-ouest. Et là, c'est beaucoup de fraîcheur qui s'annonce. C'est les mêmes conditions dans la région de l'ouest de l'Adamawa. Dans la région du centre, où les variations iront de 19 à 21 degrés. L'est et la région du sud seront situées dans la tranche de 21 à 24 degrés. Plus en détail, dans la région de l'Adamawa cette nuit, c'est de fortes pluies qui s'annoncent à Tignière, Bagno, Tibati. Demain matin, un temps plutôt calme à Gaoundéré ainsi que dans la ville de Mégangan. Ensuite, dans la région du centre, cette nuit, c'est de fines pluies attendues à Nangaïboko et à Konolinga. Cependant, demain matin, un temps pluvieux dans la plupart des villes, comme vous le constatez. Terminons donc avec la région du nord-ouest qui nous présente les mêmes conditions de fortes pluies dans la nuit ainsi qu'en matinée. Sortez en ayant un parapluie. Pour se protéger, protéger les autres du coronavirus, tenez-vous à 1 mètre des autres. Évitez de vous serrer la main et en cas de symptômes, appelez le 15-6. Bonne soirée. Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce lundi, Paul Biya, défense et illustration d'un mendiant de la paix. Florilège de 100 actions du chef de l'État en faveur de la paix dans le monde, paru dans le magazine Hommage à la République. Lecture à suivre en ouverture du 20h30. Nord-Ouest et Sud-Ouest, armes et arguments de la reconstruction. Le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction des régions est à Bamenda depuis ce lundi. Les actions à mener pour la restauration au centre de la visite de Paul Tasson. Nous irons à Bamenda dès les premières minutes du journal. Communautés urbaines, le mythe des 100 jours. Plus de 3 mois après leur arrivée à la tête des métropoles, les maires de ville sont engagés dans des travaux d'Hercule. Visite de chantier à Yaoundé, Douala et Bafoussam dans le cours de cette édition. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Commençons ce journal et cette semaine en respectant un des gestes barrières. C'est un portrait en 100 points qui montre de Paul Biya le visage d'un artisan de la paix au plan national et international. Une commission du magazine bilingue Hommage à la République disponible depuis ce lundi dans les kiosques. Économie du document de 150 pages, William Badier. Hommage à la République est un magazine bilingue d'analyse et d'information générale qui présente dans son édition spéciale une centaine d'actions menées par le président Paul Biya en matière de paix, aussi bien sur le territoire national qu'international. Le magazine structuré en 3 grandes parties présente dans sa première articulation, c'est-à-dire de la page 6 à la page 45, les questions liées à la sécurité nationale. Selon Adrien Bonny et Bumbu, le directeur de publication du magazine, le président Paul Biya assure avec efficacité ses fonctions régaliennes à travers la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun, la protection de sa population et la préservation des intérêts nationaux. Véritable encyclopédie, le magazine retrace l'histoire et l'évolution du Cameroun dans le processus de démocratisation. Le concept de démocratie apaisée, si cher au président Paul Biya, est également mis en relief par l'avènement du multipartisme et des libertés d'opinion. L'économie, l'agriculture, le sport et de nombreux éléments intégrateurs initiés par le président Paul Biya sont largement évoqués et présentés comme des facteurs de paix et de stabilité. En Afrique, comme dans le monde, l'empreinte du président Paul Biya laisse des marques indélébiles, avec en prime sa contribution à la paix en République du Tchad, la médiation du Cameroun au conflit angolais, le retour à la stabilité en République centrafricaine et l'alternance politique pacifique au Gabon.
Sur la base de la pertinence des actes posés par le président Paul Biya au plan national et international, le directeur de publication du mensuel pense dans son éditorial que le président Paul Biya est bien éligible au prix Nobel de la paix. Le magazine Hommage à la République est un document à lire, à faire lire et même à conserver dans les rayons de nos bibliothèques. Vous pouvez donc l'acheter dès demain dans les kiosques à journaux. Comme convenu, prenons la route de Bamenda. Paul Tasson, le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est en visite de travail là-bas depuis ce lundi. Les premiers moments de son séjour avec Emmanuel Kolokour à Bamenda. C'est dans un sursaut patriotique que Paul Tasson a réuni les forces vives de la région du Nord-Ouest à Bamenda. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de Bamenda, Paul Atchobon Tambeng, a exprimé son souhait de voir la région renouer avec les activités économiques. En guise de réponse, Paul Tasson assure que la mission que lui a confiée le président de la République aura des résultats concrets. It is a program of hope. Hope to have a house again. Hope to play roads in good condition again. Il y a de l'espoir, dit-il, l'espoir de voir les élèves reprendre le chemin de l'école dans les localités aujourd'hui sinistrées. L'espoir de voir les véhicules circuler sur des routes bien construites. L'espoir aussi de voir renaître des activités économiques telles l'agriculture. Ce discours pragmatique n'a pas laissé les élus locaux indifférents. Le président de ministre ici, c'est pour justifier que notre chef de l'État, notre président, c'est un père, quand ils disent au mot, ils ont mot. Cette campagne du coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vise à toucher les populations bénéficiaires et mettre en évidence toutes les activités de reconstruction envisagées. Paul Tasson poursuit sa campagne jusqu'au 3 juillet prochain. Coup d'œil à présent sur la réunion de la commission chargée du recrutement spécial des personnels judiciaires anglophones pour les ressorts de cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au menu de la séance présidée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Ley, la bonne tenue des épreuves écrites et orales ainsi que la proclamation des résultats au concours d'auditeurs de justice et de greffiers d'expression anglaise. Victor Lema. Clap de fin pour la commission ad hoc chargée du recrutement spécial des auditeurs de justice et élèves greffiers pour le compte des cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La rencontre du jour permet aux membres de la dite commission de tabler sur la bonne tenue des épreuves écrites et orales et même la proclamation des résultats du concours en cours. La mesure qui a été prise par Monsieur le chef de l'État, le président de la République, a essayé de meubler la partie anglophone de notre judiciaire. C'est vraiment quelque chose à louer et nous en sommes vraiment reconnaissants. De 2017 à 2020, ce recrutement spécial a vu la participation de 6 884 candidats pour 320 places au total. La commission, pour l'occasion, salue l'action du chef de l'État tout en émettant le vœu de voir ce concours demeurer. Nous souhaiterions que la section common law soit réinstituée à l'ENAM parce qu'il a été déjà créé à la Cour suprême. En rappel, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait instruit ce recrutement spécial en réponse aux revendications corporatistes des avocats d'expression anglaise afin de doter davantage la justice camerounaise d'un personnel juste et compétent. Voici donc 100 jours que les maires de ville ont pris le contrôle par le vote des communautés urbaines, jadis dirigées par un délégué du gouvernement nommé. Premier bilan ce soir avec ce constat à Yaoundé, la capitale, le maire de la ville Luc Messi Atangana a la main verte. Il a lancé dès les premiers jours un projet de préservation de certaines plantes. D'autres détails et d'autres réalisations avec Cyril Kingembepe. 3 mars 2020. 20h30, le téléjournal de la CRTV. Le maire de Yaoundé décline sa feuille de route. Les priorités se résument en une priorité globale,
celle de voir la modernisation de Yaoundé se poursuivre. L'administration municipale est organisée et rien ne s'improvise. 100 jours. On peut voir à Oulézoa, au lieu dit 3 statues, cet espace vert en croissance. Le maire souhaite y planter pour les générations futures tous les arbres en voie de disparition. Ce sera, dit-on, un espace de détente. Luc Messia Tangana parle ensuite de modernisation. Le chantier est gros. Plus de 3 mois après, et malgré sa descente sur le terrain, fin mars, les commerces continuent d'occuper la voie publique. Les ordures n'ont pas cédé le pas. La volonté du natif d'Effoulana Yaoundé 3 de voir les immeubles beaux sur les axes principaux reste difficile d'accès. S'agissant de l'incivisme urbain, nous savons que c'est une préoccupation et je devrais m'atteler à y mettre fin. Je dis bien à y mettre fin. Je crois que la concertation régulière avec l'implication des populations et même des acteurs au niveau des espaces marchands, nous pensons que nous allons réduire suffisamment à sa plus simple expression ce problème d'incivisme urbain. Être maire de ville à Yaoundé, un défi majeur qui va certainement au-delà des 100 premiers jours. Et une question qui fait débat s'agissant justement de la capitale. Comment le maire de la ville va-t-il vaincre le désordre urbain qui colle pratiquement à la peau des Yaoundéens? Quelques clichés ce lundi à l'avenue Kennedy et à la poste centrale montrent l'ampleur du mal. Voici des urbanistes qui disent comment éviter de faire de Yaoundé une forêt illuminée dans ce reportage de Barbara Padjama. Le désordre urbain ou l'incivisme tourne en rond dans cet axe central de la capitale. Sans issue de sortie, l'avenue Kennedy et la poste centrale sont prises au piège du boom démographique et d'une floraison des petits métiers qui enclavent son charme d'autrefois. Un seul héros peut défaire l'étau. Je pense que le maire a été élu sur la base d'une vision. Il a décliné cette vision-là pendant son élection. Donc il faut attendre. De voir comment est-ce qu'il mettra en œuvre cette vision-là qui donnera à la ville de Yaoundé le visage que tout le monde attend. Il est très attendu, le maire. Pour résoudre cette équation à plusieurs inconnus, premier calcul rapide des urbanistes. Il y a certaines parties de la ville qui peuvent devenir carrément piétonnes, c'est-à-dire on interdit la circulation des véhicules et ça devient un lieu marchand de promenade. Quelle stratégie pour faire sauter les bouchons sur ces tronçons? On a la police et on a les feux. Il faut seulement veiller à ce que les feux soient bien réglés pour régulariser le trafic des véhicules et que les policiers continuent à surveiller. Sur le long des voies, les véhicules grignotent les trottoirs et menacent d'éjection les piétons. Il y a une solution hors parking. Il faudrait que le stationnement soit interdit dans cette avenue et que les voitures qui viennent puissent seulement déposer les gens ou les prendre. Ce centre urbain très emprunté de Yaoundé occupe une grande attention dans le plan directeur d'urbanisme de 2008. Plusieurs essais ont échoué jusqu'ici. Le renversement de la situation est toujours sur la table du maire. Dans la capitale économique, le maire de la ville de Douala a déjà pris la mesure des défis entre travaux de réhabilitation des routes, assainissement de l'environnement urbain et la bonne gouvernance locale. Roger Mbassadine s'attelle tout simplement à répondre aux questions des populations. Brigitte Mbozé. Lors de son assermentation le 20 mars 2020, le maire de la ville de Douala avait dressé la liste des priorités qu'il considérait essentielles à la transformation de la capitale économique. L'assainissement de l'habitat, la sécurité et la mobilité des habitants, entre autres. D'abord en interne, le maire a entrepris des actions pour l'assainissement du climat social. Apaiser les tensions que nous avons trouvées et qui ont conduit notamment à la réintégration
des délégués du personnel qui avaient été licenciés. Sur le plan de la mobilité, plusieurs axes stratégiques sont en cours de réflexion. Nous avons dès le début élaboré un plan de désengorgement des principaux carrefours de la ville. Nous avons ensuite engagé le traitement des points critiques du réseau qui étaient particulièrement abîmés. Pour ce qui est de la protection de l'immobilier, une campagne de régularisation des permis de bâtir et de contrôle de conformité est en cours. C'est une action qui vise non seulement à régulariser l'habitat et freiner peut-être un peu l'habitat spontané. Par ailleurs, l'élu local a signé un accord d'aménagement et de sécurisation des drains, notamment à Japoma. Sur le chantier de la bonne gouvernance, la mairie de la ville a procédé à la réorganisation du cadre marchand. Il s'agissait aussi de mettre en place des équipes qui pourraient affronter les problèmes récurrents d'incendie dans les marchés, les problèmes d'insécurité, les problèmes d'hygiène et de salubrité. Roger Mbassadine entretient un dialogue permanent avec les autorités administratives, traditionnelles et le secteur privé. Par ailleurs, le premier magistrat de la ville compte sur le civisme des populations afin de donner à la ville de Douala un visage plus avenant. Comme vous le savez, depuis le 25 février, Roger Tafam a hérité des clés de la ville de Bafoussam. Les observateurs rencontrés par nos équipes sont unanimes. L'ancien douanier mène sans repos un travail de titan pour donner une image nouvelle à sa cité. Jean Armstrong. Les 100 premiers jours n'ont pas été de tout repos pour le maire élu de la ville de Bafoussam, ère décentralisation. Dans les bureaux, les contrats avec des structures comme la SIC ou la Maïture ont été signés pour soit doter la cité des logements sociaux, soit restructurer les quartiers pour améliorer le bien-être des populations. Sur le terrain, Roger Tafam a imprimé son empreinte au grand bonheur des habitants. Le PM est en train de travailler bien dans la ville de Bafoussam. À la communauté urbaine d'abord en particulier, chaque jeudi matin, il y a la propreté. À Aqua, où on versait les oranges en route, il a interdit qu'on ne verse plus rien en route. Ville commerçante, les marchés ont été les premiers endroits à être visités par le nouveau premier magistrat. Ville devant accueillir l'une des poules de la Cannes, les tronçons routiers de Bafoussam ont naturellement reçu sa visite. Mais l'homme met un accent particulier sur l'embellissement de sa cité. Profitant de la saison de pluie qui a commencé, nous avons ainsi entrepris déjà de planter des arbres, de faire l'aménagement paysager, comme vous pouvez constater sur l'axe central, ou bien sur le nouvel axe PMUC Stade Omnisport. Vous pouvez voir déjà le gazon qui est en train de pousser là-bas. Les arbustes également vont venir. En 100 jours, c'est avec passion que Roger Tafam a mené ses premières actions. Le train de la transformation de la ville de Bafoussam a été lancé en grande vitesse. La place de troisième ville occupée jadis est en mode récupération. À l'Assemblée nationale, 3 projets de loi étaient en discussion ce lundi au cours d'une séance plénière conduite par le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton. En discussion, le projet de loi pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, celui portant sur la conservation des gorilles et leur habitat et le texte relatif au développement de la femme dans les États membres de l'ECI. Clarisse Tang. Les discussions générales des projets de loi soumis aux députés à la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé auront duré 5 heures de temps, ce qui démontre à suffire le grand intérêt qu'ont montré les élus pour les 3 projets de loi présentés. Relativement à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, 8 députés se sont succédés à la tribune pour relever la lenteur qui a caractérisé l'action du gouvernement pour cet important texte, la faible taxation sur les produits du tabac, ce qui les rend très accessibles, ou encore l'action envisagée en vue d'accroître l'industrie nationale, même si l'on s'accorde in fine à penser que ce texte vient renforcer les textes existants pour combattre la vente illicite des produits du tabac et préserver la santé des populations. C'est une préoccupation supranationale. Il faut donc aborder cette question, d'ailleurs pour lui donner plus de poids sous le volet latéral. C'est ce que fait l'Organisation mondiale du commerce. Quant à la conservation des gorilles et de leur habitat, pourquoi le Cameroun a-t-il attendu 13 ans pour adhérer à cet accord? Comment peut-on sauvegarder les gorilles et leur habitat pendant que leur espace vital est menacé? Et puis le ministère de la Forêt et de la Faune dispose-t-il de suffisamment de moyens matériels et humains pour appliquer les textes adoptés par le Parlement? La protection des populations, elle est menée par le MINAT. Nous veillons surtout à ce que les animaux
dans les parcs où ils vivent en toute liberté, que dans ces parcs, ces animaux soient protégés par les éco-gardes et qu'ils ne fassent pas l'objet de braconnage. Aujourd'hui, nous menons des actions pour qu'ils puissent trouver de l'eau et de la nourriture, notamment dans le parc de Ouaza et dans le parc de la Benue. Également questionné au cours de cette plénière, le code des personnes et de la famille, puisque l'on avait une passerelle sur la table, une loi qui va sans aucun doute améliorer le statut de la femme musulmane et offre un socle plus élargi de la protection des droits de la femme. La ratification de cette loi va permettre au Cameroun de tirer avantage de tous les autres avantages qui peuvent être culturels. Il y a aussi une collaboration matérielle et pourquoi pas financière aussi. Au terme des discussions générales, les projets de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, celui autorisant le chef de l'État à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et de leur habitat adopté à Paris en octobre 2007 et à ratifier le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'OCI ont été adoptés article par article. On n'a pas fini de parler du réajustement du budget de l'État. Le ministère des Enseignements secondaires s'en tire avec un délestage de 12 milliards de francs CFA et demi sur son enveloppe initiale. Le département en charge de l'éducation de base, quant à lui, doit renoncer à plus de 9 milliards de francs CFA. Comment tenir le coup avec ces copies révisées? Explication de Martine Waldengue. Les ministères en charge du secteur de l'éducation n'échappent pas aux rectificatifs budgétaires. Le ministère des enseignements secondaires, détenteur de l'une des enveloppes les plus importantes avec 404 935 millions de francs CFA, voté en décembre, devra désormais faire avec un peu plus de 392 milliards de francs CFA. Le département ministériel que chapeaute le professeur Nalo Valionga voit son budget amputé de 12,5 milliards de francs CFA, soit 20% du budget initial. Pourtant, il faudra bien rester performant et tenir le pari des examens de fin d'année dans un contexte particulier. Si 4 axes majeurs constituent les piliers des missions à remplir, la priorité ici reste l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la vie en milieu scolaire. Tout à côté, le ministère de l'Éducation de base voit son enveloppe délestée de 9 milliards 300 millions de francs CFA. Le budget défendu par le professeur Laurent-Serge Etundingwa devant les parlementaires était de 235 milliards 315 millions de francs CFA. Le département ministériel devra faire avec 9 milliards 300 millions de francs CFA en moins, soit un peu plus de 226 milliards de francs CFA. Ces deux ministères restent des départements clés. Malgré la modification, les sommes prélevées ne sont pas de nature à déséquilibrer leur programme en profondeur. Dans l'impossibilité d'avoir des détails concrets sur les mécanismes de ces réajustements, il est évident qu'une adaptation impérative, c'est une façon de participer à l'effort de guerre face à la pandémie de Covid-19 et du recentrage budgétaire qu'elle impose, celui de la riposte. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Faisons tout de suite, alors qu'il est 20h50, le point quotidien. 30 patients guéris, 5 personnes décédées et 144 nouveaux cas. C'est le bilan de l'évaluation de la maladie à coronavirus au Cameroun ces dernières 24 heures. Plus de précisions avec vous, Évariste Eyenga. Vous êtes actuellement posté au Centre des opérations d'urgence de santé publique, ici à Yaoundé, en compagnie de votre invité. Évariste, bonsoir. Quelles sont les dernières nouvelles ? Bonsoir Romuald, votre dernier chiffre c'est bien 149 nouveaux cas testés positifs et déclarés positifs ce jour. Ce chiffre, eh bien, il modifie la position du Cameroun au classement sur l'échiquier continental avec un total désormais de 12 041 nouveaux cas. Le Cameroun occupe désormais la 4e position du continent derrière l'Égypte, derrière l'Afrique
l'Afrique du Sud premier avec plus de 97 000, l'Égypte deuxième avec plus de 55 000 cas, le Ghana troisième avec plus de 14 000 cas et le quatrième pays, le Cameroun, plus de 12 000 cas, 12 041, juste devant l'Algérie qu'il dévance de quelques dizaines de cas positifs. Il y a eu d'autres chiffres ce soir, c'est 30 guérisons et puis 5 décès. Après les 30 guérisons, on se retrouve avec 7 740 dans le total provisoire. Ces chiffres sont des outils pour les décideurs, les autorités sanitaires qui peuvent donc prendre appui sur les différents chiffres qui sont donnés chaque soir afin de prendre de meilleures décisions, de nouvelles décisions, les adapter à la stratégie de riposte. On parle de ces chiffres ce soir puisqu'ils sont toujours exponentiels et nous amènent à revenir sur la sensibilisation sur les mesures barrières. Le docteur Tchinde Toussi Fabrice, que je reçois ce soir, va nous éclairer donc sur la sensibilisation sur les mesures barrières. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Vous êtes médecin de santé publique. Dites, est-ce que les négligences des mesures barrières peuvent expliquer les chiffres toujours grandissants? Oui, effectivement, les chiffres que l'on a, et on a constaté qu'ils augmentent de jour en jour, sont la preuve que le coronavirus est présent au sein de nos communautés. C'est pourquoi nous devons continuer, maintenant plus que jamais, d'observer les mesures barrières, notamment le port systématique du masque lorsqu'on sort, le lavage régulier des mains et la distanciation physique. Parce que la prévention reste la principale arme, le principal moyen pour prévenir la transmission, la propagation de la maladie. Cela avait déjà été dit, on a suffisamment sensibilisé sur les mesures barrières, on a employé tous les canons de la communication, on a employé tous les canaux également, on a employé tous les objets de communication possibles, mais il y a toujours un effort à devoir fournir, sensibiliser davantage. Comment peut-on intensifier cette sensibilisation? Ok, merci. Disons que nous avons l'atout d'avoir décentralisé notre riposte, donc nous devons saisir cette opportunité afin de continuer l'action menée. Nous saluons déjà les efforts et les actions qui sont menées jusqu'alors, mais il faudrait insister et utiliser tous ces canaux-là de la communication de masse, notamment la télévision, la radio, les radios communautaires et la communication interpersonnelle. Surtout, nous voulons insister sur un fait, chacun d'entre nous est un acteur de la communication, de la sensibilisation. Donc chacun d'entre nous doit pouvoir, par sa pratique, au quotidien, pouvoir veiller au respect des mesures barrières dans son entourage et encourager les membres de sa famille à respecter les mesures barrières. Je pense que cela va nous permettre d'améliorer et de réduire ces chiffres. Merci. Merci, docteur Tchinde. Cet entretien vient de s'achever, on le note. Il y a une contribution personnelle par une communication de proximité. C'est un petit rappel qu'on pourrait faire à son voisin, à son collègue ou à tout autre membre de sa communauté. Voilà pour l'essentiel de le plateau. Romuald. Merci Évariste pour tous ces compléments d'information. Également dans l'actualité de la pandémie, ces résultats de dépistage qui peinent à sortir des laboratoires. L'attente peut durer des fois jusqu'à 3 semaines et exposant de fait les sujets prélevés à des risques de contamination. La solution est trouvée donc désormais avec les TDR, entendez tests de dépistage rapide, dont le résultat est rendu au bout de 15 minutes tout au plus. Voyons cela avec Irène Zanafouda. L'invisible coronavirus à l'œil nu laisse les traces visibles lors du test de dépistage auquel plusieurs personnes se soumettent au quotidien pour être fixées sur leur sort. Pour plusieurs d'entre elles qui passent le test en moins de 30 minutes, l'attente des résultats dure parfois une éternité. Les prélèvements de tous ces sujets effectués à l'échelle nationale sont acheminés au Centre Pasteur du Cameroun qui les analyse pour obtenir un résultat fiable. Au départ, c'était le Centre Pasteur pour l'ensemble du Cameroun. Quand le résultat était obtenu au niveau du Centre Pasteur, il était transféré vers le COUSP qui devait le redistribuer à chacun des malades. Cela mettait aussi des fois un temps très long pour que le malade reçoive son résultat. Maintenant, nous avons formé
et mise en place la capacité de faire le diagnostic moléculaire dans 9 des 10 régions. Tant que les résultats ne sont pas disponibles, le personnel soignant prodigue des conseils pratiques aux sujets qui meurent d'impatience, tandis que ceux qui présentent des signes du coronavirus reçoivent une prescription médicale. Pour ceux qui avaient des signes, en fait, on les consulte. Parce que là, ce qui est important, c'est que sous la tente, nous avons des pneumologues qui sont là tous les jours. On les met déjà sous un traitement en attendant les résultats. Cette situation qui a longtemps perduré et causant du tort aux patients connaît depuis le 10 juin 2020 quelques avancées dans le dépistage du coronavirus avec l'avènement du TDR, le test de dépistage rapide. Les tests rapides, de diagnostic rapide antigène, ont été obtenus au Cameroun. Ils ont été distribués là aussi dans toutes les régions. Le test rapide antigène est fait dans les centres de prélèvement à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Et là, ça détecte la présence du virus dans le nasopharynx. Moins l'attente est longue, mieux ça vaut. Les spécialistes certifient la fiabilité du test rapide vivement recommandé pour le dépistage du coronavirus. Le bilan de la Sonatrel à la fin de l'exercice 2019 est largement positif. La Société nationale de transport de l'électricité faisait son bilan ce lundi 22 juin au cours de la session ordinaire de son conseil d'administration. Une instance présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo-Isomba. Le compte rendu de Joël Igor Abanda. Pour sa première année d'existence, c'est un bilan élogieux dressé ce lundi 22 juin 2020 par la Société nationale de transport de l'électricité au Cameroun. Entrée en fonction le 1er janvier 2019, la Société nationale qui gère tout le patrimoine de transport de l'énergie électrique met à son actif de nombreuses prouesses. Et pour cette année-là, le Conseil a certainement remarqué les efforts louables fournis par la Sonatrel pour satisfaire les populations en matière de transport de l'énergie électrique. La Sonatrel a transporté toutes les énergies disponibles l'année dernière et le bilan énergétique montre qu'il est conforme à ce que nous avons prévu dans le budget de 2019. La Sonatrel va alors poursuivre sa principale mission qui est de doter le Cameroun d'un meilleur réseau de transport de l'énergie électrique avec l'aide de son département ministériel de tutelle, le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Nous avons commandé 6 transformateurs de puissance de 50 MVA et 60 MVA. Les 3 premiers de 50 MVA sont déjà arrivés au Cameroun. Ils sont installés et mis en service à Limbe, au poste de Maïtou, dans le sud-ouest, à Konengi, ici à Yaoundé, au poste de Konengi, et puis au poste de Ahala. Mais nous attendons dans les tout prochains jours ou les prochaines semaines 3 autres transformateurs de puissance de 60 MVA cette fois-là que nous allons installer à Douala, au poste de Lokbaba. Au cours de ce conseil d'administration, il a été également question de présenter la catégorisation des entreprises publiques et ses implications sur la Sonatrel. La Société nationale de transport de l'électricité souhaite alors la revalorisation de sa catégorie pour mieux implémenter la distribution de l'électricité, même dans les zones de l'arrière-pays. À l'est du pays, en plus des radieux levées de soleil, les populations de Dimako dans l'Oignon auront désormais de l'eau courante en abondance. Le nouveau centre Camwater de la localité arrose désormais les familles abonnées à la société distributrice. Jean du Nord Kemché. À Dimako, ville secondaire de la région de l'Est, tourner son robinet et avoir de l'eau potable est devenu chose courante. Qu'enfin l'eau sort du mur dans notre localité, je voudrais ainsi dire merci au chef de l'État. Je voudrais exprimer une grande joie de nos populations, surtout que cet événement arrive au moment où nous devons lutter contre la propagation du Covid-19 dans notre localité. La mise en service il y a quelques mois par Camwater de son centre neuf pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Dimako a drastiquement réduit les corvées d'eau pour les premiers abonnés et même leurs voisins. Depuis que nous avons eu notre eau, nous sommes vraiment très fiers. Avant là, c'était tellement de la peine pour tirer de l'eau au puits. Mais à nos jours-ci, quand nous rentrons avec la fatigue, on ouvre notre robinet et sinon, plus
puise notre eau avec le camwater, c'est facile. J'utilise mon eau comme je veux. L'eau coule, c'est propre. Quand tu bois aussi, elle est potable. Quand on coupe la lumière ou pas, nous avons l'eau. Et même les voisins, quand ils puisent, ils payent. Le centre camwater de Djimako, entièrement neuf, comporte un bâtiment d'exploitation et une station de traitement des eaux pour une capacité de 600 mètres cubes d'eau potable par jour. Une production largement au-dessus des besoins des abonnés déjà enregistrés. Notre eau qu'on produit à la camwater, bien que ce soit ici à Djimako, bien que ce soit dans d'autres centres, soit de bonne qualité. Et donc, nous n'avons qu'à appeler, inviter toute la population de Djimako à venir dans nos services pour souscrire aux branchements et aux abonnements. Parce qu'il faut le dire, l'eau c'est la vie et il y a déjà la vie à Djimako. Et on trouve la vie là où? À la camwater. Auprès du délégué régional de l'agence camwater de l'Est, M. Oumarou, le sous-préfet d'arrondissement de Djimako s'est fait le porte-parole de cette partie de ses administrés qui souhaitent que les coûts de branchement soient revus à la baisse afin de leur permettre d'accéder au précieux sésame. Et d'autres bonnes nouvelles qui pleuvent exactement comme de l'eau. Voici un concours financier qui va permettre à 3 municipalités de l'Adamawa de réaliser des projets pour la population. Les communes de Djohong, Gaoui et Meganga viennent de recevoir un appui global de 632 millions de francs CFA. À l'initiative, le FECOM avec le partenariat de l'Union européenne. Le gouverneur de la région, Kildadi Tagieke Boukar, est allé lui-même remettre les appuis aux bénéficiaires. Salomon Kankili Babali. Confrontés aux facteurs d'instabilité tels que l'insécurité et le phénomène des déplacés de guerre, les villes de Ngaoui, Djohong et de Meganga dans l'Adamawa éprouvent de réelles difficultés à tirer leur développement vers le haut. L'appui du Fonds spécial d'équipement intercommunal sous la bannière du PRODESV est un début de solution. Les communes aujourd'hui ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de concevoir elles-mêmes la compréhension de ce qui leur arrive avec l'afflux des populations réfugiées. Nous attendons d'elles qu'elles accompagnent les jeunes jusqu'au fond des villages pour la promotion de petites entreprises sur le territoire communal. Recevant l'importante dotation des mains du gouverneur de l'Adamawa, les 3 communes bénéficiaires ont été engagés à en faire un véritable instrument de développement. Qui ont été ciblées, notamment celles qui abritent les réfugiés. Ces instruments vont aider à mieux développer les activités menées par ces collectivités. Les populations pour lesquelles ces collectivités travaillent vont ressentir les effets importants. La pauvreté ambiante qui s'oppose à ces populations sera réduite. Le PRODESV est un programme entièrement financé par l'Union européenne à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Cette subvention est d'un impact social et économique certain sur les collectivités territoriales décentralisées. L'armée au service des populations de Bakassi, c'est dans le sud-ouest. Le bataillon d'intervention rapide vient de remettre des denrées alimentaires et du carburant aux pêcheurs Mosgoum. La synergie armée-nation dans ce reportage de Charles Lebon-Noesso de CRTV Sud-Ouest. À Bakassi, ce fleuron de l'unité nationale jalousement préservé par le Cameroun, l'armée républicaine et les populations vivent une belle alliance. De ce sentiment mutuellement chevaleresque sont nées les belles victoires de l'armée sur les pirates de mer. Et l'armée sait reconnaître ses amis, comme ses artisans pêcheurs Mousgoum, de Bamosso et de Idabato, à qui le bataillon d'intervention rapide vient de remettre des denrées alimentaires et du carburant. Nous les remercions pour la collaboration au cours de ces dernières semaines dans la craque de ce groupe de brigands. Donc, ils reçoivent ce petit cadeau. Nous les soutenons dans leurs efforts à venir occuper la péninsule de Bakassi. Cet appui va permettre aux bénéficiaires de repartir sur de nouvelles bases. Surtout que leur argent, leur embarcation volée par les pirates, retrouvée par le billet Delta, leur seront restitués après décision de justice. On saura comment remercier encore le billet pour l'appui avec les temps difficiles qu'on nous a ravitaillé 10 sacs du riz. Chaque jour, on boit de l'eau chez eux. Vraiment, on remercie grandement le président de la République
pour cette armée. La synergie armée-nation écrit ses belles pages à Bakassi et les populations Mousgoum, artisans pêcheurs qui ont décidé de faire de cette partie du Cameroun sur le golfe de Guinée une terre promise à cause de la protection et des opportunités qui s'offrent à elle à entendre s'y établir définitivement. Dans le sud, l'élite de Mungba, un village de l'arrondissement d'Ongoulémakon, fait front commun contre le coronavirus. Du matériel de prévention offert aux populations le week-end dernier par le comité de développement de Mungba, conduit par son président Jean-Marie Zambo. Le reportage de William Badi. L'élite de Mungba, village situé dans l'arrondissement d'Ongoulémakon, région du Sud, est déterminée à accompagner le président Paul Biya dans la rupture de la chaîne de propagation du Covid-19 en zone rurale. Notre action est dans la poursuite des très hautes directives du chef de l'État et que nous ne faisons qu'accompagner ce qu'il a demandé que tous les Camerounais fassent. Le don constitué de seaux-fontaines, du savon et des cache-nez a été reçu avec enthousiasme par les populations du village. Nous sommes très contents d'être secourus par nos élites. Nous n'avons pas une grande élite, mais une association vraiment qui s'est mise sur pied pour nous aider. Nous ne sommes que reconnaissants. En luttant efficacement contre le Covid-19 en zone rurale, l'élite de Mungba entend faire de son terroir le village pilote de l'arrondissement d'Ongoulémakon. Nous allons veiller à ce que Mungba compte parmi les premiers villages de l'arrondissement d'Ongoulémakon. Ce beau village, qui a vu naître le tout premier préfet noir du Cameroun et le tout premier président du Conseil économique et social de ce pays. Demain mardi se célèbre l'an 26 du Comité international olympique, le CIO. À la veille de cette commémoration marquée, comme vous le savez, par la pandémie à coronavirus, les dirigeants sportifs nationaux multiplient des messages et des actions de sensibilisation. Dans le reportage que vous allez regarder dans un instant, le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports témoignent sur la gestion du sportif en ce moment d'inactivité. Germain Noël Essingé. En plus du carton rouge adressé au Covid-19 par le respect des mesures barrières, la FECAFOOT n'a pas laissé ses acteurs dans la rue. Nous avons mis à leur disposition des fonds. Il s'agissait d'à peu près 1 millier de jeunes gens concernés. Une opération qui tournait autour de 40 millions à peu près, qui ont été mis à la disposition des footballeurs directement. On a mis en place une opération qui consistait à distribuer des kits alimentaires. En ce temps de difficulté, les valeurs olympiques sont plus que jamais convoquées. Faire montre de solidarité vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis les acteurs, c'est vraiment un moment important. Même credo au ministère des Sports, où le patron des lieux construit son appel sur 3 maîtres mots. Le respect. Respect du dispositif des mesures barrières prescrit par le président de la République. Le deuxième principe, c'est l'excellence. L'excellence dont l'atteinte oblige les athlètes à toujours se surpasser. Le troisième principe, c'est l'amitié. L'amitié vectrice de paix, de cohésion et d'unité nationale. Au-delà du jeu, le sport reste un élément fédérateur. Fédérer les corps, fédérer les cœurs, installer la cordialité dans les esprits des Camerounais. Un levier qui charrie leurs espoirs et leurs rêves. Un côté pédagogique qui a besoin d'être toujours rappelé. Et c'est sur ce rappel que nous allons nous séparer. Ainsi va le Cameroun ce soir. À suivre après le journal Présidence Actu, un regard sur l'engagement du chef de l'État en faveur de la paix. Yves Magmedzo en parle justement avec son invité Adrien Ebumbu. C'est le directeur de publication du magazine Hommage à la République. Les visages des nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que ceux de l'infirmerie du palais présidentiel sont également au menu de ce rendez-vous que je vous recommande tout particulièrement. Agréable soirée sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel
que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.